Alors, bonjour Évidor, donc enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Peut-être pour commencer, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu. Moi, je connais un petit peu votre parcours de loin, mais ça va être bien de recommencer tout depuis le zéro, depuis le début, tout à zéro. Nous dire un petit peu où vous avez été formé et puis où est-ce que vous pratiquez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. D'accord. Bonjour Maximilien, merci pour cette invitation de participer à ces entretiens que je trouve vraiment très intéressants pour ouvrir le dialogue sur notre métier. Oui, Donc, je suis psychologue clinicienne. d'accord. J'ai fait ma formation de psychologue au Brésil. J'étais psychologue dans mon pays. D'accord. À l'époque, c'était 6 ans de formation. Donc, j'ai fait 6 ans de fac de psycho au Brésil. Et puis, j'ai fait je suis partie en Italie pour faire une formation sur l'approche systémique avec Maurizio Andolfi. Je suis restée 6 mois dans ce qu'ils appellent le training pour les étrangers. C'est-à-dire Oui. que vous assistez à des cours dans tous les niveaux, en fait. Et puis des stages, assister à des consultations. Bien entendu, ce n'est pas le même effet d'une formation de 4 ans, mais c'est une formation très intense qui m'a beaucoup En participé. italien? En italien, oui. D'accord, ok. Et donc, voilà. Et puis, je suis retournée au Brésil faire un DEA. À l'époque, au Brésil, ça se fait en 2 ans. C'est une année de recherche et une année de matière, de travail comme ça, théorique, et une D'accord. année de recherche et d'écriture. Donc, j'ai fait ma première année de ce DEA au Brésil et la deuxième année, on peut faire n'importe où dans le monde à partir du moment où vous écrivez et ça a un sens par rapport à votre recherche. Et je l'ai faite ici en France. Et puis ensuite, j'ai refait un Master 2. À l'époque, ça s'appelait comme ça, Clinique Pato, pour valider mon diplôme. D'accord. Au Brésil, quand je suis retournée après Andolfi, je fais toute une formation avec Moisés Groisman, qui est systémicien spécialiste donc, de la psychothérapie systémique brève. Et D'accord. puis, je suis venue en France. Je me suis affiliée pas mal à l'IDES, l'Institut d'études systémiques, où j'ai continué à me former, à être supervisée. Et puis, j'ai fait un doctorat sur la prise en charge systémique des migrants. Donc D'accord. là, actuellement, je suis psychologue libérale. Donc, je D'accord. suis docteur en psychologie, psychologue clinicienne. Je suis formatrice à l'association Rénovation et à Séisme, qui est une association de systémiciens. D'accord. J'ai arrêté mon activité à l'IDES où j'étais pendant 17 ans avec l'idée de changer un petit peu de choses, d'horizon. Je suis chercheur associé à l'Université de Toulouse dans le laboratoire de psychologie interculturelle, clinique interculturelle. D'accord. Je suis chargée de cours à l'Université de Bordeaux où je fais des cours pour les Master 2 sur l'approche systémique et la prise en charge aussi du migrant. Et je coordonne un diplôme universitaire avec Camille Brisset sur la psychologie clinique interculturelle. D'accord. Et puis, dernière chose encore, puisque mon activité, elle se partage entre la clinique, l'enseignement et puis l'écriture, la production un peu théorique. Voilà, Vous avez l'écriture fait de livres, plusieurs ouvrages et puis le dernier sur le génogramme. qui est un ouvrage collectif, mon premier ouvrage collectif comme ça, avec 22 auteurs, 17 chapitres. Non, et Rien que puis, je ça. travaille au comité de rédaction du journal des psychologues. D'accord. Ok. Bah, parfait. Donc, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. On va commencer un peu sur des questions plus cliniques. Alors, je me demandais justement, vous êtes systémicienne du début à la fin ou est-ce que Ouais. vous avez été formé à d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont influencé? Parce qu'on sait bien que la systémie, c'est un ensemble de grilles. Il n'y a pas une façon d'être systémicien. Beaucoup de systémiciens étaient psychanalystes aussi. Donc moi, je me demande, en plus avec l'interculturel, enfin, quelles sont vos influences, quoi, en fait. Mhm. Alors, en fait, dans ma fac de psycho au Brésil, la base des enseignements était quand même psychanalytique. Hein. On D'accord. était vraiment dans une orientation psychanalytique. Et moi, j'ai découvert une prof qui faisait de l'approche systémique en troisième année. Et Mhm. puis, à partir de là, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et Ouais. je commençais donc à lire des textes, des ouvrages. Je me suis mise à l'italien parce que je voulais aller faire ma formation avec Maurizio Andolfi.
Donc, j'avais lu des livres de lui qui avaient été traduits en portugais à l'époque. Et puis, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et je me suis dit, moi, je veux aller être formée par lui. Et ça Ouais, a marché. ouais, Et ça a marché. Donc, c'est vrai que ma formation, elle est vraiment une formation systémicienne, mais je ne suis pas du tout fermée. ouais. Euh, bon, j'ai autour de moi beaucoup de lacaniens, beaucoup de psychanalystes lacaniens. Mon mari est lacanien. Et puis, j'ai lu pas mal de livres. Je pense que enfin, des textes de Philippe Lacadet, Philippe Lassagna, même de Lacan. Moi, je trouve que même dans le travail avec les couples, il y a des choses très intéressantes. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps où je parle de ça, de la place que Lacan va donner au couple, à la relation de couple, etc. Mhm. Mais alors, ça, c'est, je trouve, sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion et tout ça. Par contre, Ouais. dans la posture, je crois que je suis systémicienne. Je me sens systémicienne, en tout cas. D'accord, ouais, parce que ça me fait penser à Anne Burger qui se dit toujours psychanalyste. Alors, je le connais pas bien, mais voilà, il est cité comme une référence en systémie, mais lui se déclare psychanalyste et ça peut très probablement bien s'imbriquer aussi dans une pratique. Mais je me Je demande pense. souvent comment ça se passe dans la tête du clinicien qui a des modèles qui pourraient s'imbriquer, qui par moments peuvent être compris comme incompatibles. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Et puis je me demande pourquoi parfois on fait des aménagements dans notre tête. Pourquoi d'un seul coup on va penser à Lacan alors qu'on est en plein suivi systémique. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait une fois qu'on a Lacan dans la tête et qu'on est en train de faire un questionnement circulaire avec une famille ou un couple, quoi. Vous voyez ce que je Mhm. veux dire? Ouais, ouais. Alors, moi, je pense quand même que la psychothérapie, c'est un mouvement créatif. Ouais, Je crois vraiment à cette chose-là. Et puis, l'approche systémique nous donne cette possibilité de venir créer dans cet espace et même de pouvoir partager ouais, de manière très claire. Voilà, ce que vous me dites me fait penser à un ouais. texte que j'ai lu qui s'appelle Les femmes et leurs hommes ravages. Hmm. Je ne sais pas si je cite vraiment, si je cite vraiment la théorie lacanienne, ou si j'ai fait vraiment de la psychanalyse lacanienne, ou si je viens emprunter des éléments Ouais, cliniques, comme je pourrais emprunter des éléments cliniques. Vous voyez, je ne sais pas, j'avais appris à un moment donné que les chats, pour se séparer de leur mère, au moment du sevrage, avaient besoin d'encore 2 mois avant qu'ils puissent vraiment être autonomes. hmm. Alors que d'habitude, on les sépare juste après le sevrage, alors qu'ils ont besoin que leur mère les repousse, les repousse, les repousse pour qu'ils se sentent libres d'aller dans un ailleurs à cette Hmm. relation. Il m'est arrivé de dire ça dans une thérapie pour une mère et une fille. Je dis peut-être qu'on est dans une période où il faut, le sevrage est terminé, mais il faut encore garder une distance, il faut encore de la proximité pour que la distance puisse s'instaurer. Donc, Ouais. je me dis, cette liberté, cette ouverture, elle est quand même indispensable parce que on est imprégné dans une vie et donc les lectures qu'on fait, les rapports Hmm. qu'on a avec les autres. Oui, je pense que c'est important en tout cas de ne pas s'empêcher. Ben, souvent, on appelle ça, dans l'approche intégrative, on appelle ça une intégration assimilative, c'est qu'on a une base solide et qu'on y emprunte des éléments qui vont venir prendre sens en fait dans la théorie d'accueil de départ. Et donc, c'est un peu ce que j'entends parce que dans l'image que vous utilisez avec les chats, moi, ça me fait penser à beaucoup de choses. Bon, ça fait penser à l'attachement. Il y a des éléments, la psychanalyse pourrait l'entendre d'une certaine manière, et puis ça fait appel à la question des métaphores qu'on va entendre chez Erickson, et puis qui auront beaucoup de sens aussi en systémie. Ça peut presque devenir un objet presque flottant en systémie que de partir sur cette image-là, en fait. Mais tout à fait, mais c'est tout à fait l'idée. Et même de nommer tout à fait, c'est l'idée de la métaphore, c'est l'idée de comment ça va venir euh, s'emprunter, enfin, prendre une place dans la thérapie et devenir un langage commun, un langage partagé entre nous. Et puis, je me dis que quand j'ai dit le titre de cet article de Philippe Lassagna, qui est en lacanien, il Ouais. travaille à la CF, quand je dis ça, ça devient aussi une métaphore entre nous.
Oui. C'est-à-dire que plus tard, cette femme m'avait dit, oui, bah, c'est encore Maison Ravage. Hmm. C'est-à-dire que, oui, tout à fait. Ouais, mais je crois que quand même, au-delà du modèle théorique, c'est l'idée de quelle est la vision qu'on a du monde, en fait. Quelle est la vision qu'on a du monde et quelle est la vision qu'on a de l'autre. C'est ça qui fait que la position, je pense pour moi en tout cas, la position du thérapeute, elle va être plus ou moins accessible, plus ou moins tournée vers une forme d'ouverture, plus ou moins tournée vers une forme de Ouais. créativité. Euh, Oui, voilà, qu'est-ce que je pense qu'est l'homme? le style du thérapeute va être important quand même parce qu'on peut se dire systémicien, mais il y a différentes façons de l'être. Psychanalyste également, hein, il suffit simplement de se représenter la posture de retrait chez le psychanalyste et qui pourrait justement être dans une interaction plus assumée aussi par moment. Et donc là, en fonction des représentations qu'on a du modèle aussi, on rentre plus ou moins dedans. Mais oui, il y a cette question de la rencontre. Et justement, je me demande s'il n'y a pas des limites parfois à vouloir emprunter à d'autres endroits, à d'autres courants. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous est déjà venu, ça, de vous dire que finalement, on ne pouvait pas tout mélanger peut-être, ou que par moment, Ah il y a des ouais, choses qui ah n'allaient ouais. pas ensemble. Ah, mais totalement. Alors, moi, je me sens euh, systémicienne. Ouais, Quand je lis des textes de collègues lacaniens ou même de la théorie autour du corps et tout ça, je me sens pas, je pense pas que je me sente lacanienne. Je ne pourrais pas. Ça serait une imposture. Enfin, par contre, ce que je pense, c'est que il faut de l'ouverture. Encore une fois, ce terme, il est hyper important pour moi. Je pense qu'il faut de l'ouverture dans la pensée, dans la capacité à penser les choses. ouais, Et il faut aussi pouvoir penser ses patients en dehors de l'espace thérapeutique. C'est-à-dire que quand j'ai lu un texte que je me dis, tiens, ça me fait penser à telle ou telle personne, je trouve que ça participe au travail thérapeutique. ouais, Qui vous disiez au sujet de la relation, moi, et du style du thérapeute, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, j'étais en 2018 là, à Rome, encore une fois, et là, c'était Anna Macellani qui nous avait travaillé sur le soi du thérapeute, la posture, l'attitude, le thérapeute tel qu'on est, et tout ça. Et elle nous a parlé des travaux de Scott Miller. Je ne sais pas si vous connaissez Scott Miller. l'américain qui a écrit avec Duncan, c'est ça? La Voilà, réédition de Scott il y Miller. a un, Ça fait des années que exactement. je lis ça, ouais. Alors, Il y a qu'est-ce un que vous avez institut, pensé? Oui, qui est un institut donc de recherche, ouais. ICCA à Chicago. Oui, à Chicago. C'est à Chicago, ouais. Et il a fait une très longue recherche longitudinale sur qu'est-ce qui marche dans les psychothérapies. Ouais, Donc, il avait rencontré des psychothérapeutes, bien sûr, des patients en début de thérapie, des patients juste après, des patients très longtemps après. Et la sortie de cette recherche, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il dit, de ce qui marche dans les thérapies, 40%, ça vient du patient, hmm, de sa capacité à s'adapter, de sa capacité à aller chercher des ressources, de sa sécurité personnelle, de sa capacité à penser, à se projeter, à penser son avenir, bon, enfin, de sa sécurité, de son expérience, de ses expériences relationnelles passées. ouais. 30% Ce sont les vient facteurs de communs. la, Ouais. comment? Les facteurs communs, les 30%. 30% de la relation thérapeutique. Hmm. 30% vient de la relation thérapeutique, selon lui, c'est-à-dire de comment le patient se sent accueilli, comment il se sent entendu, comment il se sent respecté, la place qu'il a dans la relation avec le thérapeute, est-ce que cette relation est chaleureuse, est-ce que cette relation elle est une relation de confiance, etc. Ouais, 15%, le placebo. J'ai pris rendez-vous, je vais déjà mieux. Vous m'avez dit cette phrase et puis à partir de cette phrase, j'ai tout compris de telle ou telle chose. L'effet placebo dans la relation qui est quand même lié à la relation thérapeutique parce que ça ne peut pas être placebo si la relation n'est pas une relation de confiance. hmm, Ça n'a pas le même effet si votre, je sais pas moi, si votre boulanger vous dit levez-vous vers 8 heures du matin, faites du sport, que si votre psy vous dit mais peut-être qu'il faut ralentir un peu ou peut-être qu'il faut penser à se connecter avec ce qui se passe, levez-vous, enfin j'en sais rien. Donc hmm. ça n'a pas le même effet. Placebo, c'est lié à la relation qu'on a avec la personne. Donc
on est à 30% de la relation thérapeutique, plus 15% de l'effet placebo, Ouais. qui, de mon point de vue, n'est pas complètement déconnecté de la relation. Et il reste les Et la 15%. méthode, la méthode, la méthode théorique, la méthode thérapeutique. On passe toute notre vie à étudier la méthode, à travailler sur la méthode. Moi, pendant le confinement, j'ai relu et lu 8 ouvrages systémiques. On travaille beaucoup la méthode. On essaie beaucoup de travailler la méthode. Et puis la méthode, qu'est-ce qu'est la méthode en thérapie? C'est ce que vous dites, Maximilien, c'est la façon que le thérapeute a d'assumer une posture selon la lecture qu'il fait de l'approche théorique auquel il adhère. Donc, la relation, elle est pour moi au-delà de la méthode. C'est-à-dire que c'est très important. Par contre, attention, pour se sentir en sécurité et se sentir légitime, il faut quand même la méthode. C'est-à-dire que tout fonctionne ensemble d'une certaine manière, mais ça veut aussi dire qu'il reste 15% uniquement pour les outils. Mais je dois aussi vous rajouter à ça comme information, ça c'est une étude qui date d'il y a longtemps, que Scott Miller a repris à plusieurs reprises, mais qu'une des dernières études de Bruce Wampold, qui est très pertinent sur la psychothérapie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Great Debate in Psychotherapy, dit qu'on peut réduire le pourcentage à 8% pour les techniques. Donc, on aurait coupé même en deux l'efficacité relative aux outils, aux méthodes. Donc, plus le temps passe, plus on se dit que comme vous le dites et comme je l'expliquais justement dans mon premier ouvrage, c'est qu'on se forme à des milliers de choses pendant des heures et l'aspect relationnel, qui est compliqué aussi à transmettre à quelqu'un, compterait pour bien plus et fonctionnerait de concert avec tous ces éléments de toute façon, puisqu'on ne peut pas les séparer. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais totalement d'accord. Dans le livre que j'ai écrit justement en 2018, 17, pardon, Thérapie systémique individuelle, une clinique actuelle, j'ai appuyé beaucoup sur cette question du style du thérapeute et de l'importance de l'accueil, d'un accueil qui soit suffisamment chaleureux. Ça, c'est plus anglo-saxon comme approche, parce que les Français, notamment, sont beaucoup plus attachés au modèle ou à la technique qu'ils utilisent. Mais la question du style du thérapeute, elle est plus anglo-saxonne et plus pragmatique. Les Brésiliens et les Brésiliennes que je rencontre sont beaucoup plus influencés par l'influence, ils sont beaucoup plus influencés par l'Amérique du Nord, en fait, de ce que je reçois la plupart du temps, de ce que je vois, et se pose donc la question de comment je vais pouvoir m'adapter, comment je vais ne pas persister dans ma démarche, alors que les Européens, les Français se posent plutôt la question de la résistance du symptôme. Le patient résiste. Pour les Américains, c'est le thérapeute qui aurait tendance à trop persister. Voilà. Et c'est une vraie question. Comment? C'est une vraie question de savoir si on fait rentrer les gens dans notre modèle et donc si ça ne marche pas, c'est de leur faute, ou alors si c'est mon modèle qui ne va pas en fait. Et ce que vous me dites me fait penser aux travaux de Guy Oslo sur la compétence des familles, Oui. où il va dire qu'il n'y a pas des familles résistantes, il y a des thérapeutes trop pressés. Oui. Et je me dis que, par exemple, dans ce groupe de travail à Rome, où je continue à y aller, pas aussi souvent que j'aimerais, il y avait quelque chose de prévu là sur le handicap du thérapeute avec Maurizio Andolfi en juillet, donc c'est annulé pour les questions sanitaires qu'on connaît. Ça sera l'année prochaine et tout ça. Et je trouve que on en parle beaucoup de cette question de l'émotion du thérapeute, les ressentis du thérapeute, le soi du thérapeute, les handicaps du thérapeute. On est quand même dans quelque chose. Si je devais dire, moi je viens du Brésil où c'est vrai que moi quand j'assiste à des congrès, j'y étais l'année dernière, en 2018, dans un congrès de thérapie familiale. Très vite, on est dans les larmes, très vite, on est dans l'émotion qui va quand même très fort et tout ça. En France, on est peut-être dans quelque chose de bien plus posé, alors qu'en Italie, je pense qu'on est peut-être dans un truc un peu entre les deux, sur la place de l'émotion dans la thérapie. En tout cas, très souvent, j'entends des patients qui viennent me voir qu'ils trouvent que c'est un peu différent. Que c'est un peu différent en termes, voilà, peut-être d'accueil, peut-être de posture, peut-être d'attitude, le fait d'être vraiment authentique, de pouvoir rire, de s'amuser.
Alors, je vous ai dit au début de notre échange, moi, je suis très vouvoiement. Je vous vois toujours mes patients, même les adolescents. Quelquefois, j'ai dit, je veux vous tutoyer, et puis je me mets à les vous voyez. Enfin, je suis vraiment dans ça. Je me suis adapté. Oui, j'ai vu. Et puis, c'est gentil, merci. Et puis, je pense que ça n'empêche pas une posture chaleureuse. C'est-à-dire, ça n'empêche pas que, voilà, on puisse rire, on puisse dans cet espace, certes, pleurer, mais cet espace est un espace où toutes les émotions sont les bienvenues, finalement. Ouais. Donc, euh, donc très souvent, j'entends des patients qui disent, il y a quelque chose, et je me dis que j'espère que mes collègues brésiliens essaye de garder aussi ce quelque chose qui peut être un peu culturel, mais qui est aussi très personnel, de comment faire le thérapeute, le Ouais, exactement. psychothérapeute, Ouais. qui est notre marque de fabrique. Je pense que c'est plus compliqué de vouloir changer quelque chose que de l'utiliser comme une ressource, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors justement, j'étais en train de me dire, j'étais en train de me rappeler que vous êtes au journal des psychologues. Moi, Ouais, je serais bien sorti un peu des questions cliniques pour aller un peu plus sur la profession. ouais, Parce que je pense qu'on ne regarde pas tous la profession de la même manière. On est au moins 60 000. Une ouais, majorité des psys ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe par rapport à leur profession et s'en sont détachés. Moi, c'est ce que j'observe chez certaines personnes. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez du titre de psychothérapeute. Je ne sais pas si vous l'avez. Et puis, surtout, ce que vous pensez de la profession de psychologue en France. Où elle en est, ce que vous avez à en dire. ouais. Alors, moi, je n'ai pas le titre de psychothérapeute. Voilà, j'ai un DESS clinique patho. Le moment où il y a eu cette histoire de psychothérapeute, de valider ça, je me suis dit, c'est qui va le valider? Je trouvais que les personnes qui devaient valider si j'étais Personne, en fait. apte à être Personne. psychothérapeute. C'est automatiquement donné, en fait. Oui, Voilà. mais il y a eu il y a quelques années, Au début, oui, mais ça, c'est surtout quand on n'est pas psychologue au départ. Maintenant, Mais même, moi, j'ai des collègues psychologues qui avaient le Master 2 et pas le DESS, qui avaient le DESS et pas le Master 2, parce que moi, je suis de l'époque du DESS, ouais. en fait. Je suis de l'époque, mes collègues du DESS qui ont dû refaire un DU de psychothérapie, d'ailleurs, dans lequel j'ai intervenu pour parler de l'approche systémique, à l'Université de Bordeaux, par exemple. D'accord. Euh, donc, bon, Donc, moi, non. j'ai mon diplôme en tant que systémicienne, j'ai tous mes certificats, je suis à l'EFTA, enfin Oui, l'Association mais européenne de thérapie familiale. c'est ça qui m'intrigue et c'est sur ça que je voulais vous entendre un peu. C'est-à-dire que vous êtes thérapeute, vous êtes formé. Je pense que j'imagine que vous n'avez pas grand-chose à prouver sur ce que vous avez fait. Mais en même temps, le titre de psychothérapeute ne s'intéresse pas à ce que vous avez fait. Il ne Ouais. définit pas ce que c'est qu'une psychothérapie et il ne demande aucune formation en psychothérapie. Et les psychologues ont laissé couler ça. Et c'est ça Mm. qui m'interroge et qui me dérange un petit peu, à savoir que on peut avoir ce titre en le demandant, mais il est complètement vide. Et les psychologues peuvent s'appeler psychothérapeutes, pourquoi pas, mais c'est complètement creux en fait. Il n'y a aucun attendu derrière. C'est-à-dire que quand on est psychologue clinicien, on est psychothérapeute de fait en envoyant un Oui. papier à l'ARS. Et donc, je me dis à quoi ça sert de se nommer psychothérapeute. À certains endroits, on nous le demande quand même, mais je veux dire, la meilleure validation, vous la connaissez vous-même et elle est entre collègues où on sait qu'un tel est formé. Voilà, donc c'est pas une sécurité d'une certaine manière, et donc ça m'intrigue beaucoup. Donc je voulais savoir, vous, et j'entends Donc, que moi, je finalement vous n'ai l'avez pas même pas demandé en fait. Ah non, je n'ai même pas demandé parce que j'ai estimé que ce n'était pas à quelqu'un qui ne connaît pas du tout mon métier de me nommer Ah ouais. psychothérapeute. C'est-à-dire que les validations de diplôme, moi je les connais, je n'ai fait un paquet entre la France, l'Italie, le Brésil, etc. Enfin, je suis passée par ces choses-là. Et donc, je me suis dit, c'est hors de question. Et à l'époque, il y avait donc une commission. Je dis, mais quand j'ai vu la commission, rien contre mes collègues, des gens très compétents, évidemment. Enfin, mais pas des systémiciens. Donc, pour moi, c'était auprès de mes pairs que cette validation serait, et puis serait valable ou légitime, et puis si c'était pas comme ça, c'était non. Mais moi, je pense, et peut-être que vous allez me questionner sur ça, mais moi, je pense que nous sommes très mal organisés. Les psychologues? Ah oui, Bah, mais racontez-moi alors. Au Allons-y. Brésil, au Brésil, quand j'ai fini ma fac de psycho,
Il y a un ordre des psychologues. D'accord. Donc, je suis inscrite, j'étais inscrite, j'ai arrêté mon inscription, mais j'étais inscrite à l'ordre des psychologues. Qu'est-ce que ça changeait? Dites-moi alors. Alors, moi, je trouve que ça donnait une légitimité professionnelle. Ça D'accord. donnait quelque chose d'un soutien aussi, c'est-à-dire que je sais à qui me référer, je sais à quelle instance je vais me référer pour si j'ai un problème, si j'ai une question, si j'ai un doute sur ma pratique, sur ma profession, si j'ai un employeur qui me traite d'une telle manière et que je me dis, tiens, est-ce que c'est cohérent? C'est-à-dire que parmi les attributions de l'ordre des psychologues, c'était aussi l'information et l'accompagnement des psychologues auprès de leur employeur, par exemple. Oui. C'est-à-dire que si un psychologue estimait que, voilà, on lui demandait quelque chose qu'il ne devait pas faire, que le code déontologie n'admettait pas, ben, il y a le conseil de l'ordre qui intervient. Je trouve que ça D'accord. donne une légitimité, ça donne une forme de protection et ça donne une forme d'organisation Mhm. professionnelle. Tout à fait J'ai d'accord. écrit au moment du confinement un article qui s'appelle Tu subis ou tu sublimes, qui est sorti dans le journal des psychologues sur justement je l'ai écrit les trois premières semaines du confinement où je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que le psychologue dans ce pays? Ouais. Quelle est notre place? Enfin, c'est-à-dire le psychologue libéral, déjà, le gouvernement n'a dit pas un seul mot. C'est le sens de mes interviews, en fait, hein. C'est-à-dire que pour certains, il n'y a pas vraiment de problème, et je me pose la même question. Qu'est-ce que c'est qu'être psychologue en France? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y a quand Et même des choses qu'on a du mal à attraper, quoi, j'ai envie de dire. oui, oui. Mais le gouvernement à aucun moment a cité quelque chose sur les accompagnements psychologiques, la place du psychologue. C'était du soin. Ouais. Vous avez l'autorisation de faire du soin, d'aller vers du soin. Est-ce que nous sommes du soin? Mais est-ce que c'est pas logique aussi? Vous voyez, c'est la question que je me pose chez les psychologues français qui me met mal à l'aise parfois. C'est de se dire, on n'est pas bien traité, on n'a pas bien compris, on nous met pas dans la bonne case. Mais je me dis, mais comment ça se fait que le psychologue se retrouve là-dedans et quel effort doit-il fournir avant d'exiger des choses qui lui seront jamais données de toute façon? C'est-à-dire on exige quelque chose et après on fera, mais peut-être qu'il faut faire avant d'exiger aussi, vous voyez? Oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose en termes de visibilité. Mais ce que vous me dites me fait penser à mon expérience hospitalière, parce que quand je suis venue en France, j'ai validé mon diplôme et très vite, je suis allée travailler à l'hôpital. Ouais, Et j'ai rencontré des collègues psychologues hospitaliers bien plus expérimentés que moi. Moi, j'ai commencé ma fac de psycho, j'avais 16 ans, donc 6 ans après, j'avais 21 ans. Vous voyez, je suis arrivée en France, j'avais 23 ans, 24 ans. J'avais très peu d'expérience, en ouais. fait. Et puis mes collègues qui me disaient, mais tu sais, le psychologue, il doit quand même avoir sa place à part. Mhm. Ça me surprend cette histoire, vraiment de place à part, parce que je pense que le danger de la place à part, c'est qu'on nous oublie. Alors on est tranquille, mais on n'est aussi pas très reconnu, on n'est aussi pas très légitime, on est aussi vraiment pas toujours quelqu'un sur qui on peut compter. C'est-à-dire que si on nous met du côté et qu'on se met du côté dans une nébuleuse de choses mystérieuses que le psychologue vit et qui ne peut pas dire, qui ne peut pas partager avec son équipe, que rien ne peut être mis dans les dossiers, etc., et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue. Je pense qu'on a évolué. Hein. Ça fait 20 ans que je suis en France. Je pense que bah, voilà, c'était l'ancienne école des psychologues, mes collègues qui pouvaient dire ça. C'était à Donc 10 ans de la retraite. on a évolué, vous trouvez Ah ben, alors? j'espère. Moi, Ben, sur j'espère quoi? qu'on a évolué. Moi, Mais mes collègues, dites-moi. mais non, non, non. Alors, mes collègues hospitaliers que j'ai rencontrés, moi, je pense qu'il y a de tout, de toute façon. On ne peut pas dire, voilà, maintenant c'est comme ça. Mais moi, je trouve que mes collègues psychologues hospitaliers, en tout cas ceux qui se forment à l'approche systémique que j'ai rencontrés, que j'ai, pour beaucoup d'entre eux, participé aussi à leur formation. Et puis, à la fac, je dis aux étudiants, vous devez être présents. C'est-à-dire que si vous n'existez pas, alors vous ne pouvez pas râler que personne ne compte sur vous et personne ne vient vous appeler. C'est-à-dire que si vous Ouais. êtes là en coup de vent ou dans quelque chose de tellement mystérieux qu'on ne sait pas vraiment ce que vous faites, je trouve que Ouais. c'est difficile de trouver une place parce que vous devenez un peu le fantôme. Vous voyez, bah, il est là, mais bon, on ne peut pour rien demander au psychologue. Je pense Hmm. qu'on a encore beaucoup de ces choses-là, mais je pense qu'on a une nouvelle génération qui prend bien plus
sa place dans le fonctionnement institutionnel, dans les échanges avec les collègues et puis dans le partage d'informations, avec l'idée qu'il y a le secret partagé qui a du sens du coup dans l'accompagnement du patient. Et puis cela, parce que Qui a du sens quand on se pose la question de ce qu'on doit communiquer comme information. Parce que bien entendu. si on repart dans de la systémie, on pourrait dire que ce qui est important, c'est de transmettre l'information qui fait la différence et pas uniquement céder aux pulsions un peu voyeuristes. Et de l'autre côté, ne pas tout cacher parce qu'on serait différent et qu'on n'aurait rien à dire. Donc cet Et parce que le équilibre, il est secret, toujours c'est compliqué à trouver quand même, je bien trouve, sûr, chez les psys. mais c'est pour ça que la théorie nous aide. C'est Mhm. là, je trouve, que la théorie nous aide. Vous voyez, quand vous sortez cette phrase de Batson, l'information est la différence qui fait la différence, bien entendu, ça change tout parce que si je suis appuyée sur cette logique théorique Mhm. qui me fait dire ma posture, elle est quand même peut-être une autre, là, les choses, elles ont du sens. Et puis, le secret, c'est quand même du pouvoir. Et Ouais, quand on pense la question du secret dans les familles, dans les j'allais vous le dire. institutions, Voilà. dans les systèmes, du coup, on se dit, mais bon, moi, je participe au Oui. renforcement de ce secret-là. Donc, Ah, ouais. donc la posture, je pense que pour pas mal d'entre nous, elle a un peu évolué, mais on a encore à faire. Hein. Ouais. On a beaucoup à faire parce que du coup, mais même j'entends quelquefois mes patients, mon patient, mes patients. Bon, c'est rigolo. Même quelquefois, je l'utilise moi, hein, tout en me disant, toi, tu dis ça, c'est pas très bien. Mais c'est un abus de langage et est-ce que c'est un abus aussi de relation, Ouais, de tissage théorique? Parce que quand on adresse un patient à quelqu'un, à un collègue, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai adressé une jeune qui a des troubles de l'angoisse, qui a des troubles anxieux importants, qui a beaucoup d'angoisse, qui a du mal à sortir, une phobie sociale, etc. Dans un contexte familial très compliqué, elle a un père qui est malade depuis plusieurs années, qui se dégrade, la mort est à côté. Donc, angoisse de mort, angoisse, c'est quand même un peu lié. Donc, elle vient, on travaille ensemble, mais je pense qu'elle aurait besoin d'aide autrement, sur ouais. peut-être méditation en pleine conscience, peut-être un travail pour qu'elle puisse, autour de son corps, pour qu'elle puisse se détendre, tout ça. Et je l'envoie chez une collègue qui sait faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Ouais, d'accord. Mais je ne peux pas la priver de ça, pour Je autant. comprends. Mais encore faut-il penser que on voit le monde à travers des lunettes et on ne voit pas le monde objectivement, qu'on a des théories, des modèles, des techniques qui ont des limites. Et donc, il faut pouvoir connaître autre chose que notre propre crèmerie, j'ai envie de dire, et savoir que de l'autre côté, on pourrait faire quelque chose que nous, on ne sait pas faire. Donc, tout ça paraît évident en deux phrases, mais n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, une des choses que j'ai tendance à penser, c'est que l'université doit être un lieu d'ouverture culturelle et théorique, et on devrait avoir lu de tout. Et il est vrai que quand je rencontre des professionnels qui ne savent pas du tout ce que c'est que la systémie ou n'ont jamais lu un article TCC ou n'ont jamais lu Rogers de leur vie, ou voilà, moi je suis un peu embarrassé parce que je me dis qu'on devrait au moins avoir ça au départ, ne serait-ce que pour comprendre que l'on regarde à un endroit et qu'on ne voit pas tout en fait, qu'on n'est pas dans une omnipotence ou une ubiquité avec le modèle théorique, quoi. Mais c'est sûr. Mais j'ai tellement à apprendre déjà. Moi, quand les gens me disent, est-ce que vous faites de la psychologie intégrative? Moi, je dis, je ne serais pas capable. Je connais pas. Déjà, je pédale pour connaître l'approche systémique, pour lire les choses que les collègues ont écrites, pour penser cette théorie d'une autre manière. Est-ce que intégrative, et donc je dis souvent, est-ce qu'intégrative, c'est se dire, je considère que dans ma prise en charge, j'intègre le fait que le patient que j'accompagne, j'allais dire mon patient, que le patient que j'accompagne puisse aller faire un travail avec un collègue qui sait faire ce que je ne sais pas faire. Oui, je pense que c'est une approche pluraliste et d'une certaine manière, ça en est. Oui, oui. Et parce que après, c'est pas une question fermée pour moi cette histoire d'intégration, mais c'est l'idée aussi que il y a plusieurs réalités qui existent. Mais l'approche systémique n'a pas de souci par rapport à ça, très peu. Une étude, alors je sais plus si c'est franco-vietnamienne ou franco-belge, une des deux, montre que c'est l'approche systémique qui se prête le plus facilement à l'intégration, notamment puisque on a tendance plus facilement dans une approche constructiviste à se dire que la théorie
elle est relative plutôt que la théorie serait la réalité en tant que telle. Donc déjà, on peut commencer à jouer plus facilement dans une approche systémique avec les idées, ce qui n'est pas forcément le cas dans une psychanalyse ou une approche comportementale radicale, classique, de base, où on peut avoir tendance à se dire que la réalité, on la comprend globalement par l'apprentissage ou globalement par l'inconscient. Dans l'approche systémique, forcément, il y a déjà un peu plus de jeu de souplesse entre le thérapeute et ses idées, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, hein. Mais Mais donc, je c'est pense aussi, je perçois comme ça aussi. Après, c'est aussi l'idée de pouvoir faire confiance à d'autres, se dire je ne sais pas tout faire, je ne peux pas tout faire, et il y en a qui vont faire mieux que moi. alors, Je me dis, ouais. Parce que moi, il faut que je vous repêche sur oui, sur la profession. oui, On a allez-y. tout dit sur la profession ou pas, alors? Je ne Non, je suis pas pense là pour qu'on. vous faire dire ce que je veux, mais c'est-à-dire Ah que non, j'aimerais non. savoir si on a fait un tour qui est Alors, suffisant par moi, je rapport à la pense qu'il y profession. a quelque chose qui est pour moi très important et que je pense qu'on manque en France, c'est la question de la clinique à l'université. Ah, c'est embêtant, alors. C'est-à-dire que, ouais, ah bah La oui, pratique. ah bah oui, parce que la pratique clinique. Et vous êtes universitaire. Alors, oui, oui, oui. Alors, moi, je suis chargée de cours à l'Université de Bordeaux. J'ai passé ma qualification en, je ne sais plus, en 2010, je crois, ou 2008, après ma thèse. Pas tout de suite après ma thèse, parce que j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup la recherche. Vraiment, j'apprécie. J'avais une peur en venant en France, c'est de ne pas pouvoir faire de la recherche et faire de l'enseignement. J'ai réussi à contourner cette chose-là. Mais j'adore aussi la clinique. Donc, j'ai monté mon cabinet. J'étais à l'hôpital, j'ai monté mon cabinet. Et puis, une fois que j'ai fini ma thèse, je me suis dit, c'est pas le moment pour moi de faire une qualification. J'ai passé ma qualification, je sais pas, 3 ans ou 4 ans après, je crois, peut-être 2010. Et puis, je n'ai jamais postulé à un poste à l'université. Euh, parce que déjà, j'ai une vie à Bordeaux, donc j'ai voulu Bordeaux. Il y a eu la possibilité d'un poste. Je suis allée rencontrer mes collègues, mais dans un département où peut-être je ne pourrais pas faire de la clinique. Je devais arrêter peut-être mon cabinet et tout ça. C'est Et puis, soit je l'un, n'ai soit jamais l'autre. postulé. C'est terrible, Comment? finalement, parce que c'est soit l'un, soit l'autre dans ce que vous dites. C'est-à-dire que si on veut enseigner, il ne faut plus qu'on ait de pratique. Alors, Et pas dans tous les départements, c'est pas mais toujours comme ça, dans hein. le Oui, oui. Mais dans ce que vous dites, c'est embêtant, parce que dans certains endroits, c'est comme ça. Eh bien oui, donc dans le département dans lequel il y avait ce poste, c'était un peu ça. Et puis je me suis dit, je suis pas prête, je suis pas prête à arrêter la clinique, c'est pas ça. J'ai quand même plusieurs heures d'enseignement pour le master 2 clinique patho, enfance, adolescence, santé. Enfin, j'interviens quand même pas mal à la fac pour assouvir mon plaisir et mon désir d'enseignement et de transmission. Donc je ne postulerai pas. Donc je suis universitaire plus ou moins, c'est-à-dire que j'interviens très souvent à la fac. Je pense que j'ai un rôle intéressant qui me plaît beaucoup en tout cas, mais je ne peux pas dire que je suis universitaire. Je n'ai pas complètement Oui, la casquette. je comprends, mais Je me bats vous depuis connaissez le le système. départ. Oui, oui. Je me bats depuis le départ avec mes collègues et notamment quand je suis allée rencontrer mes collègues avec peut-être la perspective de postuler pour ce poste en disant il faut absolument une clinique à l'université. Au Brésil, c'est mon expérience, je Ouais. n'ai pas d'autre. On ne peut pas ouvrir la chaire de psychologie s'il n'y a pas une clinique à l'université. Si Oui, c'est dans- l'université Hmm. ne donne pas aux étudiants la possibilité de cliniquer avec la supervision des professeurs. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment je défends cette chose. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est pas mal le terme cliniqué, je ne savais pas. Mais enfin, j'avais jamais Non, je suis un entendu. néologiste, sans doute. Analogisme, enfin voilà, exactement. En tout cas, ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai été chargé de cours dans 5-6 universités et c'est toujours la même chose. C'est que les étudiants étaient ravis pour une seule raison, c'est que je leur parlais de ma clinique chaque semaine. Et j'ai plusieurs étudiants dans plusieurs universités qui m'ont sorti la même phrase aberrante. On ne nous parle pas clinique parce qu'on n'a pas encore de lieu de stage et on est trop jeune et à chaque fois on nous dit qu'on nous en parlera plus tard. Et c'est là où je suis très embarrassé parce que je me dis que quand un enseignant n'a pas de clinique depuis 10, 15 ou 20 ans, il est plus apte à former un futur théoricien ou enseignant comme lui
Et je trouve qu'un cours prend de la vie à partir du moment où on s'appuie sur ce qu'on a ressenti, sur des anecdotes cliniques, sur des vignettes cliniques, sur des histoires. Et ça me semble compliqué finalement de se dire qu'on va former des gens de terrain, mais que soit ils auront peu de terrain, soit on leur en parlera même pas d'une autre. Ça me semble complètement fou. Au final, j'ai envie de dire autant faire de l'enseignement à distance et donner une liste de livres aux étudiants, quoi. Non, non, non. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, plusieurs choses. Mhm. Je pense effectivement que pour former des psychologues, il, il est préférable que le psychologue qui forme les psychologues ait une expérience clinique. Préférable, Sauf ouais. que Pas qu'un peu, quoi. l'organisation… Non, non, non. Moi, je pense préférable, nécessaire, utile, etc. Le problème, c'est que les universités en France se sont organisées d'une telle façon. Mes collègues qui sont universitaires, ils ont une telle pression Je sais. sur tout ce qu'ils doivent produire, tout ce Production qu'ils doivent scientifique. écrire. Voilà. Et oui, et que du coup, D'accord? si l'université ne met pas la clinique au même point que la recherche, Et oui, alors jamais on ne sortira de mais ça. Sylvie, Mais même, c'est un problème quand j'étais… systémique. C'est un problème systémique. C'est-à-dire que le système ne permet plus, à un moment donné, d'offrir ce qu'il faudrait aux étudiants. Donc, évidemment que les professeurs ou maîtres de conférences vont dire ce que vous dites. Et on est tous d'accord. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est les besoins des étudiants ou c'est les besoins de l'enseignant qui priment. Et Non, donc, je pense le que ce sont système est ni censé l'un ni fonctionner l'autre. pour offrir le meilleur à l'étudiant quand même. Vous voyez? Maximilien, je pense que ni l'un ni l'autre. Je pense que ce qui prime là actuellement, c'est la pression du gouvernement sur les universités, les exigences autour de… Parce que mes collègues universitaires, moi, je connais quelques-uns qui font de la clinique, qui doivent se battre pour faire de la clinique. C'est plus accepté dans le département de psychologie clinique et psychopathologique, mais dans d'autres départements, j'ai des collègues qui voudraient faire de la clinique, qui sont assez empêchés parce qu'on ne va pas enlever leurs heures de recherche, parce qu'on ne va pas leur enlever le nombre d'articles qu'ils doivent publier dans les revues scientifiques, etc. etc. Donc, je pense que c'est un problème systémique, je suis d'accord avec vous, mais qui est presque, je me dis, c'est soupra, quoi. C'est quelque chose qui vient Ouais. imposer une logique qui fait que nos étudiants finissent par être mal formés, malheureusement, en tout cas mal formés du côté clinique. Quand je rencontre des étudiants en dernière année qui peuvent dire, je rencontre moins parce que je pense que ça aussi, ça a évolué, mais il y a 3, 4, 5 ans, je pouvais rencontrer des étudiants qui n'avaient jamais fait un entretien individuel Ah. ou jamais fait un entretien familial. Après Familial, 5 ans, après 5 ans d'études, hein. j'ai 6 ans parce que c'est 5 ans. Très Ouais. souvent, ils font le master 1 en 2 ans pour pouvoir entrer en master 2. C'est 5 ans, en fait, c'est 6 ans déguisés de 5 ans. Enfin, en France, c'est comme ça, quand même. Que les étudiants aient Ça besoin de faire… devient. Ça ne l'était pas comme ça avant, mais ça l'est devenu parce que les critères de sélection sont fatigants et qu'il faut donner le maximum pour avoir les meilleures notes. Mais ça ne l'était pas tant que ça à une époque, hein. Mais oui, oui, en tout cas, c'est souvent comme ça. Et donc, Moi, finalement, pas un seul entretien en 6 ans, quoi. quelquefois, et ça c'est terrible, mais mes collègues, je pense enseignants, sont de plus en plus vigilants par rapport à ça, font de plus en plus attention. Les étudiants qui sont pris sont quand même les étudiants qui ont fait plus de stages, etc. Sauf qu'il y a aussi un autre niveau. C'est que les étudiants ne trouvent pas de stage. Ça, c'est quand même, il faut le dire. Oui, mais là, il y a Je ne encore pense un autre pas que… problème pour moi, parce que justement, moi, je veux orienter la question sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Quand vous écoutez la première interview, je fais beaucoup référence à ça, de Michel Roy, qui était inspecteur à l'Ordre des psychologues du Québec. Mais l'université et les lieux de travail, et donc lieux de stage, travaillent ensemble. Mais c'est comme ça pour la médecine. Mais c'est évident, c'est-à-dire qu'un médecin, quand il forme un interne, c'est en lien avec l'UFR de médecine et puis tout va ensemble. Et sauf que pour la psychologie, la plupart du temps, non, ça ne marche toujours pas comme ça en fait. Il y a quand même un Mais problème entre ce qu'on produit et la finalité du produit, quoi. C'est-à-dire que c'est à l'étudiant de se débrouiller pour trouver un stage, pourquoi pas. Mais quand il trouve rien, il y a une espèce de no man's land angoissant où l'étudiant trouve rien, la fac a rien à lui dire de particulier, et surtout la fac ne sait pas ce qui se passe sur le lieu de stage. Et donc on est comme ça. Alors parfois il y a des rencontres, mais ouais, tout mais ça est compliqué, difficile, c'est dur à mettre en place. Comme je si pense c'était qu'il y a pas plus… obligatoire, j'ai envie de dire, comme si c'était pas pensé tout ça, et qu'on se battait pour que ça trouve un peu de sens. Mais je me dis, on se contente de pas grand-chose en fait. On pourrait faire bien mieux et plus simple même. Mais
qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un peu plus de lien entre les maîtres de stage et l'université, mais les maîtres de stage qui déjà acceptent de prendre un stagiaire, qui acceptent d'aller aux rencontres proposées par Qui est les à temps profs, ils le partiel, font ça. qui est à temps partiel, qui est mal payé, qui Ouais, s'entend pas avec ses collègues ou son directeur. Bon, voilà. ils le font ça Ouais. sans être rémunérés. Aussi, pareil, ça n'a pas de sens tout ça. Et donc, tout ça, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un engagement, mais cet engagement, il doit être reconnu, il doit être valorisé, il doit être légitimé. Depuis, moi, quand j'étais au Brésil, encore une fois, hein, j'ai fait des stages à partir de ma première année de fac de psycho. Mhm. Qu'est-ce que je faisais? J'étais absolument pas psychologue. Hein, première année, si vous voulez, au deuxième semestre, j'étais dans un, je me rappelle très bien le nom de l'institut, ça s'appelle IOMP. C'était un institut qui travaillait avec des enfants cérébrolésés, Vous avez, polytraumatisés. vous avez vu quelque chose. Moi, j'ai fait dès la première année aussi. On est plongé dans quelque chose. On a une expérience, beaucoup de première. Tout le temps de ma formation. J'avais les moyens de le faire, je n'avais pas besoin de travailler à côté de ma formation universitaire, ça aussi c'est important. J'avais les moyens de me dédier complètement à la psychologie. Et donc, je faisais ces stages-là gratuitement, bénévolement. Mais on ne peut plus faire même pas des stages bénévolement. C'est-à-dire qu'il faut 3 mois. À partir de 3 mois, vous devez être payé. Les institutions ne veulent pas payer. Et puis, le truc, je pense que c'est vraiment au-delà juste de ce qui se passe à l'université, c'est aussi, encore une fois, l'idée de l'ordre de psychologue. C'est pas C'est que ce que, je c'est ce suis que je une pense demandeuse de également. l'ordre. C'est ce que je pense également. Et puis, dans une autre interview d'il y a quelques jours, la question qui se posait aussi, enfin, moi, je le disais comme je le pensais, c'est que quand vous êtes directeur d'hôpital, que vous avez vos pressions financières, est-ce que vous allez rémunérer un stagiaire qui n'a même pas fait un entretien avec un seul patient, qui n'a rien à produire, qui peut-être n'est pas admis à un tiers des entretiens que le psychologue a, qui n'a pas de place forcément dans une réunion pluridisciplinaire? Je me dis, est-ce que moi, je vais donner 400 € à un étudiant juste pour qu'il vienne quelques heures comme ça dans l'année? Et là, il y a un problème aussi, c'est-à-dire qu'il faut l'entendre des deux côtés, ce problème-là. L'étudiant n'est pas payé, ça a été le cas pour nous, mais en même temps, on ne peut pas payer un étudiant à qui on ne fait rien faire, puisque pour Par certains contre, stages, parfois, on ne fait rien du tout. Moi, j'ai plein d'étudiants qui passent leur temps à me dire, qui passaient leur temps à me dire qu'ils ne faisaient rien, on leur autorisait rien, ils faisaient des photocopies des cafés, ils attendaient. Donc, on ne peut pas non plus payer quelqu'un pour ça. C'est pas possible. et et c'est pas ce que les étudiants, les étudiants attendent non plus. Mais je me disais, mais je me disais, mais si on a un partenariat avec l'université, Oui, c'est-à-dire que si partenariat. Donc, c'est penser. l'université construit un partenariat avec les fournisseurs, entre guillemets, de stage, avec quand même on va dire avec le label universitaire, c'est peut-être même pas nécessaire de payer ces personnes, mais que les étudiants, parce que les étudiants, enfin, ils souffrent hein, quand même. Je suis tout à À fait envoyer, d'accord. à appeler les gens, à demander, à quémander. Bah, sur LinkedIn, là, il y a plein de messages qui passent, là, les CV, tout Je ça. suis d'accord, mais il y a des tentatives dans différentes universités, je l'avais vu à la fin de mes études, d'essayer de faire un annuaire et d'avoir du lien. Mais là où moi, ça me décourage un petit peu, c'est que je me dis que ça devrait être pensé, obligatoire pour toutes les UFR de psychologie. Et oui, la question de l'ordre me vient toujours derrière, puisque au Québec notamment et dans d'autres pays, j'en suis certain, une université doit répondre à des standards décrits par l'ordre, et l'ordre, il est dicté par les psychologues, et tout ça devient une espèce de canevas, un cadre sécurisant dans lequel on est. Après, quand vous avez un professeur de psychologie avec sa collègue qui veut faire un petit annuaire, c'est très bien. Mais je me dis, mais quelle énergie dépenser? Il devrait y avoir des partenariats écrits, contractés. Ça devrait faire partie de la routine. Et ça permettrait de rendre plus cohérent aussi la formation du psy, qui est une formation sur le terrain. Parce qu'on ne forme pas des enseignants normalement, on forme d'abord des psychologues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette dépense d'énergie qui me… Je me dis, il y a une petite initiative là en France, dans 5 ans, ça s'arrêtera, et puis après, il y en aura une autre à l'autre bout de la France, et c'est une dépense d'énergie incroyable. C'est presque des changements de type 1 si je vais jusqu'au bout de la systémie, et je me dis, quand est-ce qu'on fait un changement de type 2, quoi? C'est de l'artisanat. Oui,
C'est fatigant l'artisanat et L'artisanat, ça paye pas beaucoup, hein, mais ça fait dans plaisir. le mauvais sens de l'artisanat, Ouais. c'est-à-dire c'est l'artisanat pas organisé et pas organisé de manière collégiale, mais pour ça, je crois que c'est… Mais moi, je me dis que je ne suis pas très légitime, on en parle comme ça, mais je me dis, je ne suis certainement pas très légitime de dire tout ça. Je ne connais pas l'histoire en Personne se France. sent légitime. Personne se sent légitime. C'est pour ça que je vous tends le micro à tout le monde, en fait. Je, À tout- je n'ai pas ma formation initiale ici. Je ne connais pas toutes les luttes des psychologues, mais je sais qu'il y a eu une très forte pour ne pas dépendre des psychiatres et pour ne pas dépendre de la médecine, donc de la sécurité sociale, etc. Et en même temps, ne pas dépendre tel qu'on voulait qu'on soit dépendant, c'est-à-dire dépendre d'une ordonnance, dépendre du nombre de consultations, du nombre de séances, etc. Et on l'a Donc, fait, ça. Il y a des collectifs qui ont accepté ça. Et ça a été encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? mais moi, je trouve que ça serait une erreur. J'ai des bonnes relations avec mes collègues psychiatres. Bon, autour de moi, il y en a beaucoup. Je n'ai pas de difficulté à envoyer des patients voir des psychiatres et de trouver des places dans mon entourage, entre des amis, des collègues avec lesquels je travaille, des gens que j'ai pu former, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues psychologues. Je trouve qu'on n'a pas une relation encore établie de vraiment de partenariat, d'échange, de collaboration, de construction commune et partagée. Oui, oui. Donc, moi, Ça fait je partie du suis… problème. Je suis d'accord avec vous. Mais parce que ça renvoie encore à je suis psychologue, je suis quoi? Il commence où mon périmètre? Il va où? Et on partage des éléments communs avec les psychiatres. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit les tuer ou qu'ils doivent nous tuer, mais c'est comment on bosse après avec ces éléments communs, ces zones partagées en fait. Je crois que la question elle est très, très simple, hein. Mais comme vous le dites, pour certains collègues, c'est très compliqué. Bah oui, Et puis, il y a beaucoup de psychiatres aussi pour qui c'est très compliqué, hein. Je veux ah dire, oui, moi, oui. pour ma part, quand je travaillais sur Paris, ça fonctionnait très bien. Désormais, je suis dans un département adjacent et les psychiatres n'ont même pas envie de répondre, de décrocher, de discuter, quoi que ce soit. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je n'avais pas cette habitude. Moi, je travaillais très bien avec les psychiatres. Mais il y a toutes ces questions-là. Les psychiatres peuvent être psychothérapeutes ou alors peuvent n'avoir aucune connaissance et s'en fichent. Alors, il y a toutes ces questions-là aussi à réarticuler. Mais justement, moi, me demande si vous aviez une baguette magique, allez, un objet flottant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que allez, donnez-vous la prétention, même si vous n'avez pas fait toutes vos études en France, qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre de faire un peu une différence un peu plus profonde et pas qu'un bricolage? Vous auriez envie Ah de oui, faire ah oui, une mais moi, baguette magique à quel endroit? immédiatement, que chaque université ait une clinique universitaire où les étudiants, à partir de la troisième ou quatrième année, puissent se faire de la clinique. Bah, ça, c'est pour moi. Très Je bien. le dis depuis 20 ans, donc personne ne sera surpris d'entendre ça de ma part. Les 60 000 psychologues qui vous écoutent ne seront pas surpris. Enfin, en tout cas, ceux qui me connaissent m'ont Voilà. déjà entendu parler de ça beaucoup, beaucoup. Je ne trahis rien de ma pensée. Donc ça, De la, c'est première… de la clinique universitaire, première chose. Ah ouais, ouais. Alors, on essaye de construire ça à Bordeaux avec une collègue et deux psychologues, moi et une autre psychologue systémicienne. On essaye depuis un an et demi, et puis le Covid nous a encore arrêtés, de créer déjà une consultation, une matinée par mois à l'Université de Bordeaux. C'est pas fait, mais on est en train d'élaborer ça. Mais il faut tellement de temps et tellement d'énergie Ouais. pour venir bénévolement, hein. Parce que moi aussi, je trouve que c'est important le travail bénévolat. Je l'ai fait toute ma… Avant d'être psychologue, j'ai continué à faire toute ma carrière C'est professionnelle. malheureux. C'est malheureux que l'université ne vous paye pas pendant 3 heures avec un entretien, un débriefing avec des Ça n'a pas étudiants. commencé encore, hein. Et Ça n'a pas encore commencé, Oui, oui. mais l'idée, c'est que ça se passe. Moi, je voudrais que ça démarre. Et puis, à partir du moment où ça démarre, d'autres personnes prendront le relais. Moi, je voudrais que ça démarre, que ça puisse se faire, que ça puisse exister, qu'on sorte de cette crainte que on puisse consulter, que les étudiants puissent consulter des patients, que les patients puissent venir voir. Voilà. Je voudrais que ça sorte. On va voir. J'ai cette collègue qui est très engagée, qui Ouais. travaille beaucoup
est-ce que ça se passe, mais ça fait 1 an et demi qu'on y est et pour l'instant, on n'a pas réussi. Ça, c'était mon premier coup de baguette magique. Le deuxième, j'ai 3 vœux. Ah non, vous avez tout ce que vous voulez. Mais vous n'en aurez pas une cinquantaine, je pense. Mais les principaux déjà. Non, normalement, la Et baguette après, magique, c'est 3, non? bah, c'est OK. Mais c'est bien de se limiter, c'est très bien. Mais je me dis, voilà, des leviers, les leviers thérapeutiques de la Oui, profession. oui, oui. Donc, Ça, clinique c'est une chose. universitaire, Clinique universitaire. Les partenariats pour les stages. ouais. Les partenariats pour les stages, pour les étudiants, qu'ils aient la possibilité de faire des stages et qu'on ait voilà, une logique plus instituée, plus élaborée, plus systématisée autour de ces stages. Ce serait mieux pour tout le monde, je crois, parce que les enseignants se feraient plus embêter toute la journée par les étudiants. Les étudiants, ils auraient pu à s'angoisser toute la journée. Et puis, le lieu de stage aussi saurait quelle mission on attend d'eux, comment ils peuvent faire un retour à l'université. Je crois que tout le monde gagnerait sur tous les plans, là, c'est sûr. Ouais. Et puis, le troisième, je sais que ça ne fera surtout pas l'unanimité, mais je le pense, et peut-être que c'est ma petite expérience, parce que c'est quand même une petite expérience que j'ai vécue au Brésil. Je n'étais pas psychologue au Brésil très longtemps avant de venir en France. Ouais. La question de l'ordre des psychologues. Et comment ça se On fait qu'on a, n'y toujours pas aussi on a des syndicats. Ouais. Comment? La On question a qui des va syndicats. arriver, c'est qu'après, c'est comment ça se fait qu'on n'y est toujours pas. Ça fait des décennies qu'on en parle de ce truc-là. Mais je pense qu'il y a les syndicats et que certains collègues ne sont pas d'accord avec l'idée qu'un ordre viendrait dire quelque chose, comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre... D'ailleurs, certains médecins même sont contre l'ordre. Ils disent, mais ils font quoi? Ça sert à quoi? Moi, je pense que l'ordre doit avoir une position méta de reconnaissance nationale et du coup internationale de visibilité, parce qu'en fait, le syndicat, je ne suis pas syndiquée, moi. Je ne suis pas syndiquée. Le syndicat, c'est vous faites si vous voulez. Ceux qui veulent se syndiquer sont syndiqués. Mais l'ordre des psychologues, pour que vous puissiez exercer, vous devez être inscrit dans l'ordre des psychologues. Ouais. Donc, ça, forcément, cette affiliation, c'est cette idée de l'affiliation à une institution qui régule les psychologues, le rôle, la place, les devoirs, les droits. Les Je Français, trouve que ça, souvent, je crois que les Français, souvent, parce qu'en fait, c'est un peu particulier, parce que à chaque fois, tout le monde est d'accord avec cette histoire d'ordre. Mais il y a quand même des blocages qui me font dire que peut-être les Français n'ont pas envie d'une affiliation forcée. oui, Ouais. c'est ça. Quand il y a eu l'ordre des infirmiers, je me rappelle de certains collègues infirmiers à l'hôpital qui me disaient qu'ils n'avaient pas envie de payer, qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était obligatoire, ça leur plaisait pas. Mais je me dis qu'en même temps, c'est une façon de tricoter un cadre Ah plutôt oui, que de rester complètement flottant et de jamais réussir à faire fonctionner tout ça, quoi. ah oui. Mais c'est mon avis. Mon avis, c'est qu'une fois par an, il faudrait payer. Et Mais je pense, je moi, me je demande serais... si on n'a pas peur que la démocratie soit pas respectée dans un ordre. Je sais pas, en fait, vous voyez. Oui, 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 oui. Mais en fait, là, je ne pense pas qu'on soit dans une démocratie. Je pense qu'on est dans chacun fait. Hmm. Chacun fait à sa place, à sa façon. Alors, la FF, la Société française de la SFPP, de Il y a la psychothérapie. FFPP, il y a la SFP, il y a la Société française de psychologie et il y a la Fédération française de psychologie et des psychologues. La FFPP, Là, ça doit être eux, je pense. voilà, c'est la deuxième là. Et ils se sont manifestés, hein. Il y a eu plusieurs textes autour des psychologues, qu'est-ce qu'on devait faire, mais finalement, à quoi on se réfère, nous? Enfin, d'accord, il y a le code de déontologie, on se réfère au code, Qui n'a pas d'existence juridique, le code, hein. C'est un qui n'a papier pas qu'on a signé d'existence, entre nous sur un compte de table, hein. Faut pas l'oublier. qui n'a pas d'existence, vous voyez, qui n'a pas d'existence juridique, c'est vrai, je le savais, mais vous faites bien de le rappeler. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils disent ça. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment, et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là, Tu subis ou tu sublimes, je me suis vraiment sentie seule. Je me dis, mais enfin, c'est quoi? À qui je me réfère? J'ai pas de parents, c'est ça? J'ai Ouais, pas d'ancien, pour ouais. utiliser le terme du président. J'ai pas d'ancien.
Mm. Bien sûr que et je me dis que si moi, alors je ne veux pas faire un truc orgueilleux comme ça, je me dis si moi qui est quand même en réseau, qui suis quand même dans le journal de psychologue, enfin, qui connaît des gens, je me Mm. sens comme ça, qu'est-ce qui sent le psychologue qui vient de s'installer, enfin, et même le patient, les patients qui peuvent dire mais Madame Dor, je viens ou je viens pas? J'ai écrit dans une patiente qui avait dit, mais le président a dit que pour le soin, on était autorisé, ben, c'est du soin, je viens. Mais tout le monde n'a pas pensé comme ça. Moi, je me suis dit, est-ce que ce que j'ai fait va être considéré comme du soin? Ouais, mais donc on ne sait toujours pas finalement comment on se voit ou comment les autres nous voient. Donc moi, je continue à dire, à embêter les gens en disant que les psychologues ont des problèmes identitaires. La profession a des problèmes identitaires importants. Voilà. Parce qu'on en arrive à se poser ces questions-là. On ne sait pas. Parce que je trouve qu'on manque de légitimité et du coup, bien sûr qu'on ne peut pas dire que maintenant les gens vont voir des psychologues comme comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, où les gens ne savaient pas qui c'était, etc. Je trouve qu'ils sont plus à l'aise à l'idée de venir, je vais voir un psychologue plutôt qu'un psychiatre. Donc, du coup, il y a même cette crainte, le psychiatre, c'est la folie, mais le psychologue, c'est pas tant la folie que ça. Mais je me rappelle d'une discussion qui m'avait beaucoup marqué, je pense que m'avait beaucoup marqué parce que j'ai pas su me défendre Ouais. bien. Eh ben, vous allez le faire maintenant. Allez. Où quelqu'un m'avait dit, ben, en fait, le psychologue, c'est comme un infirmier pour le psychiatre. Hmm. Et puis, je me suis dit, mais non, non, bien sûr, j'ai dit non. Et puis, cette personne dit, oui, mais quelle est la différence? Bon, j'ai expliqué la différence et on a fini la discussion. Il me dit, mais bah, c'est l'infirmier pour le psychiatre. Bon, on va pas discuter. Euh, mais quelle est notre place? Et effectivement, qu'est-ce que les gens qui ne connaissent pas notre métier, bon, moi, j'ai fait bac+13. Euh, qu'est-ce que les gens peuvent savoir de ce qui c'est ce métier si on n'a pas, là, encore une fois, un ordre auquel les gens aussi peuvent se référer. Qui sont les psychologues? Quelle est la pratique des psychologues? Que les gens puissent aussi, il y a un travail d'information, un travail didactique et pédagogique d'information du rôle du psychologue. Ça aussi, c'est le travail de l'ordre des Mais il y a le psychologues. concret de la communication aussi pour moi. C'est-à-dire que parfois, on veut réexpliquer, 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 mais je me dis quel message on envoie. Et encore une fois, je radote un peu comme un petit vieux, mais quand on accepte d'être remboursé et plafonné à une vingtaine d'euros pour montrer patte blanche auprès du gouvernement, on envoie un message aussi. Et on aura beau dire oui, mais nous, on veut faire ci, on veut faire ça. On a accepté que la consultation, elle soit à 20, 23, 25 euros, je ne sais plus combien. Et après, on est embarrassé par rapport à ça parce que c'est utilisé après contre la profession, mais la profession, enfin une partie des gens qui ont décidé de ça, ont envoyé un message. Ben Donc, oui. quand je dis je vaux quelque chose, respecte-moi et qu'en même temps, je me laisse complètement maltraiter et mal parler, oui, on sait bien que le message, il devient paradoxal. La communication n'est plus claire. Mais est-ce que c'est de la démocratie qui certains aient accepté et d'autres non? Est-ce que c'est de C'est-à-dire la que démocratie? pour moi, justement, c'est que c'est un refus de démocratie. C'est-à-dire que moi, je peux tout à fait entendre qu'un groupe réussisse à avoir un pouvoir et à participer à une étude pilote. Et en même temps, quand les collègues ne sont pas d'accord, je me dis, bah oui, mais de toute façon, on ne va pas s'engueuler avec ces gens-là. Si on avait un ordre complet et qu'on était tous amenés à voter une fois par an les 60 000 électroniquement sur 3-4 questions, ça ira déjà beaucoup mieux, en fait. Mais Mais une bonne partie des psychologues ne veulent pas savoir tout ce qui se passe, ça ne les intéresse plus. Les conflits universitaires, les conflits de pouvoir, tout ça les fatigue. Donc j'ai de plus en plus notre, de psychologues qui me disent, moi je ne suis pas comme les autres, etc. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de psys qui ne sont pas comme les autres. Et donc ça crée comme ça une représentation que je trouve un peu folle. On ne sait plus où est la réalité, mais je sais que les gens s'éloignent en tout cas du groupe, parce que ça les fatigue. oui, oui, oui. C'est pour ça. Peut-être que c'est mon côté un peu Il y a une dimension carré. stratégique derrière, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ben C'est-à-dire évidemment. Moi, que ce qu'on fait en acceptant quelque chose avec le gouvernement, je me dis, c'est même putain la question, c'est est-ce que les gens sont embarqués là-dedans? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir testé quelque chose, et en même temps, on peut leur reprocher.
Donc, on est pris dans un paradoxe là, pour moi. Et puis, on ne peut pas leur reprocher notre manque enfin, de côté collégial, notre manque Ouais. de collégialité, notre manque d'organisation et le fait que finalement, on ne se défend pas assez. Parce que honnêtement, je ne pourrais jamais, moi, enfin, comment cette profession va évoluer, moi, je ne m'imagine pas du tout. Les 10 ans à venir, alors, ça ressemblera à quoi? Moi, en tout cas, moi, je m'imagine, je ne sais pas comment la profession va évoluer, mais moi, je n'aimerais absolument pas qu'on soit payé 20 euros la consultation et puis qu'on soit comme ça assimilé de cette manière-là et qu'on n'ait pas de liberté, parce que là, du coup, ça, c'est pour le coup, ça, c'est le manque de liberté. Ben, c'est-à-dire qu'à force de vouloir être indépendant, on finit esclave. Mais bon, après, la peur de le devenir devient une profession autoréalisatrice quand même, hein. Moi, ça m'angoisse que la profession de psychologue ne pose pas cette question-là, quoi. Vous voyez? Mais du coup, comment on fait naître un ordre de psychologue, par exemple? Comment c'est un truc historique, c'est-à-dire que c'est l'ordre des médecins et il naît en même temps que la médecine presque. Bah, il est né en 45 en France. Enfin, et si je ne me trompe pas, c'est pour ça que souvent on dit que c'est l'ordre de Vichy, etc., parce que ça a été décidé, inféodé par le dessus. Ah, Mais justement, moi, j'aimerais bien faire venir, on m'a parlé de quelqu'un qui s'intéresse à l'interface entre l'ordre et le public, mais je pense que, enfin, après, c'est mon point de vue, je pense qu'il va falloir se renseigner sur ça à un moment donné et faire cette proposition parce que, a priori, si je l'entends de la bonne manière, un ordre est imposé enfin, est proposé par le gouvernement. Mais je pense qu'avant qu'il soit imposé, il faut pouvoir commencer à tricoter enfin, l'ordre qu'on veut créer. Au Québec, par exemple, ça a été l'affaire de quelques personnes qui se sont battues, qui ont beaucoup communiqué auprès du public et qui ont commencé à se demander, enfin, à se retourner auprès des autres psys et à demander ce qu'ils voulaient. Et je crois qu'il faut commencer à tricoter ce dont on a besoin avant qu'on nous l'impose. Parce que je ouais, pense qu'un jour, ça va nous tomber dessus et là, on pourra râler et dire que l'ordre, c'est pas bien. Mais j'ai envie de dire, il faut commencer à le faire à notre image et le penser nous-mêmes. Sinon, on va se le faire penser par le gouvernement, peut-être par la médecine, je ne sais pas. Et ça n'aura pas de sens. Mais ouais, oui, il y a toutes ces questions concrètes de comment faire. Et puis, il se pose toujours la question du pouvoir. Mais je trouve que l'ordre permettrait, même s'il est impulsé par quelques personnes, après de redistribuer les cartes et que ce ne soit plus l'affaire de 5-6 personnes. Parce que c'est ça qui se passe aussi. C'est que on vient rejouer la question du communautarisme. Il y a une communauté de syndiqués, il y a une fédération, il y a une association. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. qui Euh, parle quoi, qui dit voilà. quoi? Et en fait, ça mène à rien, d'une certaine manière. Si on prend du recul, il y a quand même des combats sociologiques et historiques pour la profession qui n'arrivent pas à advenir, en fait. Hmm. Après, dans 10 ans, moi, j'aimerais pas que les cours soient en ligne, par exemple. Les cours à l'université soient en ligne. À Moi, d'autres- je Oui, oui, ça peut être une beaucoup, question par rapport beaucoup, à l'ordre. Ouais. beaucoup profité de la présence de mes enseignants. J'ai, à l'époque, à l'université, où je me suis inspirée de certains, inspirée dans le sens positif en disant, moi, je voudrais ça, là, j'adore, ou non, mais ça, c'est surtout pas, où on voit aussi une posture professionnelle, une attitude professionnelle. Bon, Ça va moi, être une question qui va dépasser la psycho, je crois, hein, quand même, hein. j'ai fait des jeux de rôle tout le temps avec les Ouais. étudiants. Ça serait assez insupportable l'idée que... Qu'on Non, je ne voudrais pas dématérialise. ça. Qu'on Ça serait pour dématérialise. moi vraiment le cauchemar Oui, je comprends. pour la formation. Parce que c'est aussi l'idée de la transmission. Ouais. Comment on transmet? On ne transmet pas que du savoir théorique, au contraire, on transmet aussi un savoir-faire clinique, une expérience de ressenti. Quand j'ai En fait le présence. dernier jeu de rôle que j'ai pu faire avec les étudiants, voilà, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, là, quand cette dame vous dit ça? Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire ça? En vidéo, on ne va pas réussir à le faire, mais ça renvoie à la question des consultations à distance ou en présentiel, hein. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est d'autres challenges qui arriveront. Ouais, Si vous aviez si vous aviez peut-être pour terminer des conseils, enfin des conseils, le terme n'est pas forcément très adapté parce qu'il fait peur, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux futures générations d'étudiants, mais aussi de professionnels, pas forcément que d'étudiants? moi, j'ai envie de dire, la psychologie est partout.
La psychologie est partout. On peut vraiment être très intéressé, être avec un œil assez aiguisé sur ce qu'on fait au quotidien. Partout, c'est un métier où c'est partout. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, lisez des romans, regardez des films, voyagez. Imprégnez-vous de toutes ces expériences nouvelles. Moi, j'avais fait quelque temps là, des stages de clown. J'ai des collègues là, avec lesquels j'ai dit, mais je vais venir faire un stage avec vous qui font de la danse, de psychologie, de la danse, et Audrey Bidoré et Emmanuel Bouvard ici à Bordeaux. D'ailleurs, elles ont écrit un article dans le journal des psychologues. Ça, c'est ça, cette ouverture-là, c'est ça. Et puis, écoutez ce que vos patients vous disent, c'est-à-dire que les gens, ils disent ce qui se passe pour eux, ils disent. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses très complexes. Gardons à l'esprit la simplicité de la rencontre, de l'échange, ça, ouais. L'ouverture, et puis la créativité, je crois que c'est ça. Si je devais dire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut faire, il faut vivre, il faut profiter, il faut voir ce qui se passe autour de nous et puis s'interroger. Hmm. Oh, c'est une bonne conclusion. C'est une très bonne conclusion. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant et puis je suis content puisque la proposition d'entretien elle est partie d'un post sur LinkedIn de votre part. Puis je me suis dit, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord, mais je crois qu'en fait, probablement qu'on l'aime et qu'on ne s'est pas bien compris. Donc, vous voyez, je trouve que c'est toujours intéressant de partir sur un échange qui ne soit pas simplement 5 lignes écrites. Parce que Ouais. finalement, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments avec lesquels je suis très en accord. Je suis quasiment d'accord avec tout, de toute façon, ce qui a été dit. Et je crois que ça va être compliqué d'avoir des gens qui ne seraient pas d'accord avec nous. Mais va rapidement se poser la question de savoir comment ça se fait qu'on est tous d'accord. Au bout de certaines vidéos, les gens vont me dire ça suffit, c'est toujours la même chose. On est tous d'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? Je crois que Oh c'est ça. non, Voilà, bah, vous le direz alors, parce que je ne vais pas prendre tous les mauvais rôles non plus. c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Bon, en tout cas, Non, mais je pense vraiment, je pense que ça pourrait nous aider. je vous remercie pour tout ce partage. C'était très riche. Et puis c'est toujours bien quand il y a des auteurs, des mots-clés qu'on n'entend pas dans les autres interviews qui sont posés, parce que je me dis qu'après, les gens, par curiosité, vont peut-être aller se renseigner. Et c'est comme ça que ça marche aussi. Ouais. Bon, Merci merci beaucoup en beaucoup. tout En cas. tout cas, merci Maximilien pour cette démarche, pour cette initiative, pour l'invitation. Je pense que oui, il faut qu'on parle entre nous. Les psys doivent parler aux psys. Oui, exactement. Bonne journée en tout cas. Merci pour tout. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir.